Depuis la nuit des temps, l'homme africain dialogue avec l'invisible. Il observe la nature, il écoute le souffle des ancêtres, il lit les signes laissés par le vivant. Et au cœur de cette relation sacrée, un mot traverse les âges, le totem. Pour certains, il n'est qu'un symbole, pour d'autres, une superstition figée dans le passé. Mais pour ceux qui savent, pour ceux qui ont reçu, transmis, vécu, le totem est un lien, une mémoire, parfois même une force. Alors une question s'impose. Le totem est-il une réalité spirituelle profonde, enracinée dans nos traditions africaines, ou bien une illusion mal comprise, déformée, vidée de son sens originel? Ce matin dans Arcane, nous ouvrons un espace de vérité, un espace où le sacré rencontre la raison, où la tradition dialogue avec le présent, où les certitudes sont interrogées, sans peur, sans filtre. Pour éclairer cette traversée, nous recevons une voix d'autorité, Sa Majesté Wendo Mabouf, en direct du Bénin, pour nous aider à distinguer ce qui relève de l'illusion et ce qui appartient à la réalité. Bienvenue dans Arcane, bienvenue là où l'on ne consomme pas le savoir, mais on le relève. Avant de prendre Sa Majesté depuis le Bénin, nous allons prendre la bande de Kemet Reconnexion 2026 et nous allons nous retrouver juste derrière pour parler un peu de Kemet Reconnexion avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet de cette thématique. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, à tout de suite. Ils ont traversé les mers pour répondre à l'appel des ancêtres. En 2024, ils ont foulé la terre-mère. En 2025, ils ont renoué avec la flamme de la connaissance. Et en 2026, la reconnexion s'annonce encore plus grande, plus profonde, plus vibrante. Du 28 février au 10 mars 2026, Kemet Reconnexion revient au Cameroun, le cœur battant de l'Afrique éternelle. Viens recevoir le baptême kamite, première clé de ton réveil spirituel. Découvre les mystères du Fa, initie-toi à la sagesse du Mbok et laisse l'Afrique réveiller la divinité qui sommeille en toi. L'Afrique t'appelle, le temps du retour est venu. Pour toute participation, Kemet Reconnexion 2026, le rendez-vous du retour sacré. Kemet Télévision éveille la conscience, éclaire la voie et reconnecte les âmes du monde à la source originelle. Retour sur le plateau depuis le Bénin, Sa Majesté Wendo Mabouf, au TEP et bienvenue ce matin. Oui, au TEP Premium C, au TEP à tous ceux qui nous suivent à l'instant, au TEP à nos différents abonnés, au TEP à la régie. Et je profite rapidement de cette occasion pour souhaiter une bonne fête, une bonne fête des Vodun Days à tous les Africains et à toute la communauté africaine ici présente actuellement au Bénin. Rappelons que Qui nous se sommes célébrera dans 2 au jours. cœur. Non, nous sommes déjà au cœur des manifestations. Les Vodun Days, c'est Djewito Otis, D'accord. c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, et sur le site des manifestations, c'est-à-dire à l'arène Ouida, précisément à la plage, et sur la fin de la route des esclaves. Et il y a une très, très grande manifestation là-bas, une manifestation culturelle avec les danses folkloriques, les démonstrations et le passage des différents couvents en matière d'adeptes. Et nous avons aussi les concerts avec les artistes locaux et même aussi les artistes internationaux qui font dans l'afro-pop, dans la musique traditionnelle africaine. Nous avons une forte communauté de la diaspora qui est représentée ici. Nous avons aussi les afro-descendants. Et en passant, je dis au TEP à Marie-Pierre qui est avec nous ici
au Bénin, toujours dans le cadre des Vodun Day. Donc bientôt, nous allons prendre la route pour le Powida, et juste pour participer aussi à ces événements. Donc, je profite également de cette occasion pour rendre hommage à toutes les divinités que j'ai sur ma tête, en l'occurrence, Mamisika, Blosika, Apukenimanja, Wedo Asono. Toutes les divinités du règne océanique, sans oublier les divinités majeures des quatre éléments et fondamentaux de la cosmologie. Et dans Vaudouin, Olosu, Benon, Sapata, Soano, Tayosua, Golensu, Tofosu, Azono, Tofosu, Asinkono. Donc, je pars rapidement dans ma langue. Donc, nous m'enseignons, il y a des gouvernements locaux posés en œuvre. Donc, nous m'enseignons, il y a des gouvernements locaux posés en œuvre. Donc, nous faut nous gouvernements locaux posés en œuvre. Nous avons parlé, nous m'enseignons. Et j'ai informé de l'autre, nous faisons la prière. Nous allons revenir rapidement sur la bande d'annonce qui parle bien évidemment de Québec Reconnexion. Justement, un événement pouvant en cacher un autre, après le Vaudou Day, qu'il faut souligner, cette édition a vu une forte participation des Afro-descendants et de la diaspora. Et puis, nous allons justement enchaîner avec Kemet Reconnexion, qui également est un événement similaire au Vaudou Day et qui se tiendra du 28 février au 10 mars 2026, Majesté. Oui, Québec Reconnexion parle même beaucoup plus en profondeur parce que les Vaudou Day ont gardé l'aspect beaucoup plus culturel de la chose. C'est que il y a le Vaudou et les Vaudou qui sont là. Et, donc, tous les amoureux de la spiritualité authentique viennent au Bénin. Notons qu'il y a des milliers de personnes qui sont aujourd'hui présentes ici, mais seulement pour le volet culturel. Viens voir comment se pratique le vaudou, comment les choses se font, et découvrir la route des esclaves, découvrir les sites touristiques, aller dans la forêt sacrée Passé, aller visiter le temple des Pitons et autres. Bon, c'est beaucoup plus dans l'aspect culturel. Alors que dans Kemet Reconnexion, au-delà de l'aspect culturel, au-delà de l'aspect touristique, il y a le volet initiatique. Il y a le volet initiatique. Donc, nous autres, ici à Kemet Reconnexion, on a mis sur pied des alternatives qui permettent aux gens de venir d'abord découvrir, de venir s'approprier et de venir maintenant se reconnecter, de venir se faire initier. C'est vrai, pendant les Vodou Day, il y a des gens qui en profitent pour faire des initiations. Mais le programme de Vodou Day, dans les programmes de Vodou Day, il n'y a pas le volet initiatique. Donc, quand tu viens te faire initier, ça relève de ton initiative personnelle. Donc, alors qu'à Kemet Reconnexion, au-delà de venir toucher, de venir découvrir, Kemet Télévision propose maintenant des solutions, en fait, des approches qui permettent aux gens d'expérimenter en fait ce qu'ils sont venus découvrir. D'où le volet initiatique. Voilà pourquoi il est très important d'en parler. Kemet Reconnexion, c'est déjà dans quelques jours, c'est moins de 2 mois. C'est à moins de 2 mois. Nous avons commencé déjà les inscriptions, les listes sont ouvertes. Il y a des gens qui s'inscrivent déjà. Merci à ceux-là. Et ceux qui sont en train d'attendre, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont dit qu'ils vont d'abord venir au Bénin, participer aux événements de Vodou Day avant de revenir sur Kemet Reconnexion. Donc, il faudrait que ceux qui sont en attente se manifestent pour que les places ne finissent pas parce que on a un quota qu'on attend et quand on va atteindre ce nombre d'inscrits, on va juste fermer les inscriptions. Donc, les inscriptions sont ouvertes pour les gens. Et je profite également de cette occasion pour dire à ceux qui ont pris les fiches d'inscription et qui les ont remplis
et qu'ils commencent déjà par concrétiser en fait leur initiation, leur participation du moins comment. Et c'est quand on commence par payer, les frais de participation. Et dans Québec Reconnexion, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'initiations qui sont disponibles. Vous allez voir les groupes initiatiques qui sont au programme pendant cette édition sur les fiches d'inscription. Nous avons le MON, nous avons le MOC, nous avons aussi le phare. Pour le phare, j'en ai beaucoup parlé. Les gens peuvent déjà aller suivre les émissions sur notre page, notre chaîne YouTube, pour avoir beaucoup plus de clarification sur le phare. Et le phare que nous considérons ici comme la plus grande des initiations primaires parce que c'est ça qui nous oriente vers les horizons. C'est ça qui nous permet de nous découvrir. C'est ça qui nous permet de connaître notre mission sur cette terre. C'est ça qui nous permet d'avoir une idée globale sur nos différentes réincarnations. C'est ça qui nous permet d'avoir en fait une carte de notre vie existentielle. Comment nous allons marcher, comment nous allons vivre, avec qui nous pouvons marcher, ce que nous pouvons consommer, ce que nous ne devons pas consommer, nos couleurs, nos jours, et les métiers même que nous pouvons effectuer ou bien nous pouvons faire sur cette terre, les zones d'ombre qui nous empêchent d'évoluer dans cette vie. Et quand on les découvre, en même temps, l'initiation au phare propose des rituels symboliques qu'il faut faire juste pour évacuer ces zones d'ombre pour que les dégâts ou bien ce qui n'avait pas été fait, les vibrations négatives qui nous entourent puissent s'éloigner de nous. Il en est de même pour le MBOC, dont le bon MBOC Maguin viendra encore sur ce plateau pour beaucoup plus clarifier le conseil de MBOC. Et à côté du MBOC pour les hommes, il y a le MBOC des femmes, comment on appelle ça déjà? Le corps. Le corps pour les femmes. Nous sommes en train de voir s'il faut encore réintroduire le Mevungu ou bien garder le Mevungu pour la 4e édition. Nous avons le monde qui est dirigé par le Dara Asuzok, qui est aussi de la partie. Donc, il faudrait déjà que les gens se manifestent. Et le site, le village de la reconnaissance, elle est déjà choisi. Et les dispositions sont en train d'être prises pour que tout se passe normalement. Nous avons déjà eu les autorisations formelles. Et il faudrait déjà même que les inscrits commencent déjà par nous envoyer leur programme de vol et qu'on commence déjà par se manifester. On commence déjà par se programmer parce que toutes les planifications sont lointaines. Et qu'on sache qu'il doit aller chercher telle équipe à l'aéroport tel jour et tel jour. Et rappelons que dans les frais de participation, il y a l'hébergement, il y a la nourriture. C'est-à-dire quand on vient, on dépose ses valises au village de la reconnaissance, tout est pris en charge du début jusqu'à la fin. Et il y a l'hébergement, il y a la nourriture, il y a les initiations, les déplacements sur les sites d'initiation et les sites touristiques. Et à côté de l'initiation, c'est également un moment de fête, de retrouvailles, accompagné des enseignements, accompagné des conférences qui seront dirigées par des experts dans la lutte que nous menons. Et voilà. Ok, Majesté, tu fais bien de le dire. Beaucoup également m'ont contacté pour me faire savoir qu'ils vont d'abord aller au Vodou Day et ça sera l'occasion pour nous de bien scruter le calendrier des événements traditionnels et spirituels sur toute l'année pour que les événements ne se marchent pas dessus. Pour le Vodou Day, c'est déjà acté. La date, c'est le 10 janvier de chaque année et il revient donc
au comité d'organisation de Kemet Reconnexion de choisir également 2 dates précises qui seront communiquées justement à tous ceux des fils et des fils d'Africa qui souhaiteront plus tard également venir pour Kemet Reconnexion. En substance, justement, parlant de Kemet Reconnexion, il faut dire que le but premier, ce sont les initiations. Mais pour ne pas rester essentiellement sur cette rubrique, nous avons donc décidé d'y ajouter d'autres activités pour que ce soit davantage attrayant. Et parmi ces activités, nous avons justement la conférence inaugurale, nous avons le baptême Kamit, nous avons les enseignements autour du feu tous les soirs, nous avons la visite des sites telluriques et le point culminant de cette reconnexion, c'est justement l'initiation et qui cette année se fera en 10 jours. C'est-à-dire du 28 février 2026 et ce jusqu'au 10 mars. Et comme tu l'as si bien souligné, Majesté, une fois atterris à l'aéroport, ils sont pris justement par les bons soins de l'équipe de Kemet Reconnexion et ce jusqu'au voyage retour. C'est très important de souligner. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on ne passe justement à la thématique de ce matin? Oui, tout a été déjà dit. Il n'y a plus autre chose qu'on doit ajouter. Ce qu'on dit, ce qu'on demande simplement, ce qu'on les attend et que ceux qui ont l'intention de participer à ce rendez-vous de reconnexion et de retour véritable à la source ancestrale, à la source spirituelle qui est la nôtre, et que ces gens-là puissent se manifester. C'est vrai qu'on aura d'autres émissions de Kemet Reconnexion avec le frère Todd pour mieux clarifier, pour encore parler de ça. Et même les initiés pour qu'ils nous donnent le programme véritable, les initiations qui vont être faites à leur niveau, notamment la voyance dans le Mbok et puis la médecine traditionnelle, entre autres. Et je le précise que même si on ne peut pas venir sur la terre Kama, si on ne peut pas venir en Afrique pour participer à cette reconnexion, on peut quand même aider d'autres personnes à venir à cet événement. Si on a un emploi du temps chargé, on peut décider de nous appeler, de contacter un de ces numéros qui se sont affichés sur la bande d'annonce de Kemet Reconnexion, appeler ces numéros, entrer en contact avec toi, Yamsi, ou bien avec le frère Tot, ou bien avec moi-même, pour dire que je voudrais non seulement nous aider à mieux réaliser cet événement en nous soutenant, et peu importe ce qu'on va nous donner, nous sommes partants, nous allons prendre. Et on peut aussi dire que choisissez au moins 2 ou 3 personnes dans les environs et que nous autres, compte tenu de notre agenda, on ne pourrait pas être là, mais on a décidé d'accompagner certains frères à quand même participer à ça. Parce que c'était comme ça que l'Afrique marchait quand il y a initiation. Et ceux qui ont les moyens peuvent mettre leurs moyens à disposition, même en nature. Et dans l'ancien temps, il y a des gens qui donnaient les moutons, qui donnaient de l'eau rouge, qui donnaient de la farine du maïs, qui donnaient en tout cas tout ce qu'il faut pour ces initiations, ne serait-ce que pour faire participer un grand nombre de personnes. Et c'est ce que nous voulons. Quand on parle de Kemet Reconnexion, le but ne va pas seulement se limiter aux initiations, mais le but réel, c'est d'agrandir la famille, c'est de ramener en fait tous nos frères à la maison et que autour de notre propre vision du monde, qu'on soit beaucoup, qu'on soit nombreux, et c'est ainsi que nous pouvons quand même faire rétablir nos valeurs. C'est ainsi qu'on pourrait être nombreux. Vous voyez comment les chrétiens, les musulmans font. Quand on parle de pèlerinage à la Mecque, vous allez voir une seule personne qui décide d'offrir 10 places. Et même chose avec les voyages religieux, et qui ne nous concernent pas d'ailleurs, mais les Africains,
sont capables d'offrir, de donner et de mettre à la disposition des plus démunis autant de moyens pour que ceux qui n'en ont pas puissent participer. Et c'est même l'objectif, et que notre famille puisse s'agrandir. Parce qu'on dit qu'ensemble, petit on est fort, mais ensemble on est encore beaucoup plus fort. Donc c'est ce que nous voulons voir. Voilà, Majesté, nous allons une fois de plus prendre cette transition qui annonce cet événement et on va se retrouver juste derrière pour aborder la thématique de ce matin qui est intitulée Totem entre réalité et illusion. Et si nos chers téléspectateurs et milliers d'abonnés ont constaté que nous ne disons pas bonne année, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas, nous noirs, africains, nous ne sommes pas concernés par le calendrier, l'année du calendrier grégorien, parce que nous ne sommes pas en 2026, mais nous sommes plutôt en 6262 du calendrier kamite, et notre bonne année, notre nouvel an, se situe entre le 17 et le 19 juillet de chaque année. Donc, si on ne vous a pas souhaité bonne année, c'est expressement, il est important que nous commençons à avoir de bonnes habitudes par rapport à notre propre calendrier. Et donc, nous prenons cette bande d'annonces une fois de plus et puis on se retrouve juste derrière pour entrer dans le vif du sujet de cette thématique. À tout de suite. Ils ont traversé les mers pour répondre à l'appel des ancêtres. En 2024, ils ont foulé la terre-mère. En 2025, ils ont renoué avec la flamme de la connaissance. Et en 2026, la reconnexion s'annonce encore plus grande, plus profonde, plus vibrante. Du 28 février au 10 mars 2026, Kemet Reconnexion revient au Cameroun, le cœur battant de l'Afrique éternelle. Viens recevoir le baptême kamite, première clé de ton réveil spirituel. Découvre les mystères du Fa, initie-toi à la sagesse du Mbok et laisse l'Afrique réveiller la divinité qui sommeille en toi. L'Afrique t'appelle, le temps du retour est venu. Pour toute participation, Kemet Reconnexion 2026, le rendez-vous du retour sacré. Kemet Télévision éveille la conscience, éclaire la voie et reconnecte les âmes du monde à la source originelle. Totem entre réalité et illusion est la thématique, madame, messieurs, chers téléspectateurs, que nous abordons ce matin dans le cadre de votre émission à Cannes avec Sa Majesté en direct du Bénin. Alors, Majesté, pour commencer, comment définis-tu le totem dans les traditions africaines au-delà des clichés et interprétations modernes? Oui, c'est vrai que quand on pense au totem ou bien au totémisme, c'est généralement la connotation négative qui s'affiche aujourd'hui pour beaucoup de gens. C'est que totem égale diabolisme. C'est que vous connaissez toujours. Et c'est le fruit de l'aliénation mentale, c'est le fruit de l'imposition religieuse. Et pour les religieux, l'Africain ne doit pas parler de totem, alors que déjà même, il n'y a pas de grâce spirituelle dans la religion sans le totem. Quand nous qui ne sommes pas trop adeptes de la Bible, même la Bible avec le mystère du baptême de Jésus-Christ, ça a été une manifestation totémique, n'est-ce pas, que l'Esprit Saint était arrivé sous forme de colombe pour apporter la lumière. Bon, bref, ça, c'est pas ça qui nous regarde, parce que c'est pas un document sur lequel nous autres Africains, nous allons baser notre vision spirituelle. Donc, tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur la logique totémique, vous allez voir que ce sont les enseignements ou bien les enseignements des différents pasteurs, les enseignements de nos prêtres, les enseignements de nos frères. On parle de nos prêtres, des prêtres
chrétiens, des pasteurs chrétiens ou bien des fraternités et autres, des tendances qui sont venues détruire, ruiner, noircir tout ce que nous avons de potable ici en Afrique. Donc, il est très important qu'on en parle parce que toute l'Afrique, elle est d'abord totémique. Il n'y a pas cet individu sans totem. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, en étant dans les religions, en étant dans l'islam, en étant dans les fraternités, ils n'ont pas une filiation totémique. Non, du tout pas. Parce qu'une chose est de ne pas le connaître et l'ignorer et vivre dans l'ignorance. Mais l'autre chose est de le connaître, connaître ses interdictions, connaître comment il faut marcher avec, connaître les principes qui sont liés à son totem ou bien à ses totems, connaître ses logiques totémiques pour vivre dans l'harmonie mahatique, pour vivre dans l'harmonie cosmique et dans cette vie existentielle. Mais nous ne pouvons pas commencer par, nous ne pouvons pas parler de totem sans une clarification conceptuelle. Il est normal. Les gens, peut-être que les gens n'ont pas eu l'occasion de connaître ou bien qu'on leur en parle. C'est pourquoi, quand on en parle, bon, beaucoup de gens considèrent la logique totémique comme les pactes généralement que les gens lient avec certaines entités où on voit certaines personnes maléfiques qui partent installer les pitons, les animaux dans les maisons avec, dans un but pécuniaire ou bien matériel. Et beaucoup de gens comparent ou bien assimilent ça là à la logique totémique. Ce n'est pas du tout ça. Et un totem, en fait, c'est un ancêtre. Quand on parle de totem, il faut rapidement penser à un ancêtre qui a existé et qui a quand même aidé sa communauté à affronter une difficulté dans la vie. Et je m'explique. Vous allez voir que dans les guerres, dans les périodes de guerre, dans les difficultés où on se retrouve par exemple dans la sécheresse, où la pluie ne tombe pas, où peut-être la population a besoin d'eau, où il n'y a plus de cours d'eau, il n'y a plus rien. Et un ancêtre, par exemple, un grand initié qui était peut-être un guide de sa population, décide de se métamorphoser en eau, en rivière, pour que sa population puisse trouver cette source d'eau. Alors, c'est Voilà, quelques petits soucis techniques. pour mieux vivre. D'accord. Oui, oui, quelques petits outils techniques. D'accord, Je allons-y, disais Majesté. qu'un ancêtre, un guide de la communauté peut décider de prendre maintenant la place de la rivière. Ok, allons-y, Majesté. Un ancêtre, un guide, peut décider de se métamorphoser en ce besoin pour aider juste sa communauté à trouver de satisfaction. De la même manière que généralement, avec sur le plan des animaux, un ancêtre peut décider de se métamorphoser en animal. On suppose que on est en train de pourchasser un groupe clanique, une société, un peuple, et on arrive à un niveau où peut-être il y a l'eau et on ne pouvait plus traverser. Le guide, l'ancêtre qui dirige cette communauté étant initié, ayant perçu les arcanes cosmiques, peut décider de se métamorphoser en un animal, en épervier par exemple, pour transporter sa communauté, ou bien, ça s'est passé aussi avec un groupe crânique, bien précisément au Cameroun, où quand on était en train de les pourchasser, les troupes de Ousmane Danfodio étaient en train de les pourchasser, arrivé à un niveau, il y avait la rivière, donc ils étaient dans l'impasse, ils ne pouvaient plus faire demi-tour, ils ne pouvaient plus avancer. Mais
À leur surprise, ils ont trouvé un serpent qui a servi de pont à ce groupe clanique et ça les a aidés à traverser pour atteindre l'autre rive. Vous voyez, donc c'est l'ancêtre qui s'est métamorphosé en un animal juste pour aider sa communauté à avoir ce besoin. Ils avaient besoin du pont. Mais il faudrait, et il n'y avait pas le pont, mais quelqu'un d'une manière naturelle s'est transformé en un animal pour qu'il y ait véritablement ce pont. Donc, pour en résumer, je peux dire que un totem, c'est un ancêtre éponyme. Un ancêtre éponyme qui veille sur un groupe crânique, qui veille sur un clan, une société, une famille, et même toute une nation. Nous pouvons aussi dire que même les nations, nos pays ont des totems. Donc, c'est par rapport à certains besoins que certains initiés, certains guides se métamorphosent pour devenir ce besoin dont leur communauté avait besoin, ou bien dont leur communauté ont besoin pour accomplir une mission donnée. Voilà l'origine même totémique. Maintenant, par élargissement, on peut dire que dans le règne totémique, on doit prendre en compte trois réalités. On peut avoir les deux totems sur l'aspect animal, on peut avoir des totems sur l'aspect végétal, on peut aussi avoir des totems sur l'aspect minéral. Je vais essayer de l'expliquer. D'accord, Majesté. D'accord, Oui. Majesté, peut-être avant que tu n'expliques, s'il te plaît, tu permets qu'on prenne rapidement une autre transition, question d'ajuster sur le plan technique pour que les téléspectateurs et les milliers d'abonnés qui nous suivent, n'est-ce pas, tout au long de cette émission, qu'on n'ait pas de couac. Donc, tu permets qu'on prenne une transition et qu'on ajuste rapidement les éléments sur le plan technique. Bien sûr. Bien, retour sur le plateau. Majesté, tu étais justement en train de conclure avec la définition du totem et nous t'écoutons avant de passer justement à la suite. Oui, j'étais en train d'associer les trois rayons à la logique totémique et je parlais du rayon animal, je parlais du rayon végétal et je parlais du rayon minéral. Et qu'il ne peut pas y avoir de totem sans ces paramètres dont je viens de citer. Donc, ce qui veut dire que l'ancêtre peut décider du coup de se réincarner en animal. L'ancêtre peut également décider de se réincarner en végétal, de la même manière aussi que l'ancêtre peut décider de se réincarner en minéral. En animal, parce que nous avons dans beaucoup de groupes organiques, dans beaucoup de tribus, et les totems animaux, on en a même commencé par citer en faisant recours à ce qui s'était passé dans l'histoire des Camerounais. Bon, une des tribus du Cameroun, bien sûr, même chez moi ici au Bénin, quand on prend les Ouédas, ce sont des exemples que je donne, il en existe trop, je ne peux pas tout citer. Avec les Ouédas ici, on sait que le totem, c'est le python royal, et qui est devenu l'emblématique temple du temple des pythons aujourd'hui, que beaucoup de touristes viennent visiter à Ouida, chez les Ouida, et comment ça a intervenu, c'était au temps de l'imposition coloniale, où on les obligeait à aller dans la basilique, mais à un moment donné, leurs ancêtres, parce que déjà, selon les lois totémiques, tous les Ouédas sont des enfants, des descendants du python royal. Vous allez voir sur leur front les balafres qui les identifient par rapport à ça. Et quand on a commencé par les marginaliser, en même temps, les pythons étaient sortis envahis. C'est que leur ancêtre éponyme était sorti pour envahir et tous les emplois, tous les locaux fréquentés par les colons esclavagistes.
Et même chose avec le roi Passé, qui avait beaucoup lutté pour ce peuple. Et à la fin, il a dit que lui ne va jamais partir. Il va devenir une divinité et qu'il va rester ainsi jusqu'à la fin de ses jours. Et la belle preuve, il est entré dans sa forêt sacrée que nous appelons à l'époque Kéléoué pour se métamorphoser en un arbre sacré, l'arbre sacré de la forêt du passé. C'est toujours là jusqu'à ce jour. Et je pense qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a déjà des milliers de touristes qui sont en train de visiter cet arbre pour écouter l'histoire mystique, l'histoire magique qui est derrière cet arbre. Et quand on part dans le royaume d'Aboubé, même chose. Vous voyez, je parle rapidement du rayon végétal et maintenant concernant le rayon minéral. Et partout, même chez les Adjaptors, il y a un roi qui s'est métamorphosé en un cours d'eau. Donc l'eau, c'est déjà le minéral. Même chose, vous irez au nord ou bien dans les endroits montagneux où il y a beaucoup de ces guides, de ces initiés qui se sont métamorphosés en rochers, en montagne, où il y a leur cas qui réside, où les gens viennent et pour des rites. Et effectivement, quand on fait ces rites, ces ancêtres éponymes répondent toujours, toujours. Et même chose avec la dynastie des Adjaruto, qui sont des enfants de la panthère. C'est une panthère qui les a engendrés. Donc, dans chaque communauté, il y a toujours... Rappelons déjà qu'il n'y a pas de clan sans totem. L'esprit d'un clan repose toujours dans un totem. Il n'y a pas de groupe clanique sans totem, ça n'existe pas. Et maintenant, chaque société, chaque famille, chaque communauté appartient, chaque ethnie appartient à un clan. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'individu sans une filiation totémique, ça n'existe pas. Ne pas connaître, c'est autre chose. Maintenant, ce que nous demandons aux autres, c'est de se rapprocher de la source pour connaître leur propre totem. D'abord, qu'ils apprennent à identifier leur groupe clanique, d'où ils sont sortis. Parce que quand on connaît la tribu, en traçant, on peut connaître son clan. Parce que chaque tribu transporte en fait la mémoire d'un clan. Ça ne disparaît jamais. Ce n'est pas par hasard que quand on vient au Cameroun, on prend comme emblème le lion. L'équipe nationale de foot du pays porte quel nom? Les lions indomptables. Vous irez chez les Sénégalais, les lions de la Teranga. Vous venez chez les Béninois, les guépards. Vous partez, en tout, chaque équipe est toujours liée à une logique totémique. Donc, il n'y a pas de société sans une appartenance totémique. Donc, c'est très important pour nous de savoir, en dehors maintenant du totem clanique, qui est généralement soit matrilinéaire ou bien patrilinéaire. Matrilinéaire pour les sociétés qui sont restées dans la valeur matriarcale. Patrilinéaire, bon, qu'on le veuille ou non, que ce soit le système matriarcal, que ce soit le matriarcat ou bien le patriarcat, la logique totémique est toujours matrilinéaire et patrilinéaire. Parce que c'est deux personnes qui engendrent un enfant. Ou bien, maintenant, ces deux personnes portent la substance d'un totem. C'est-à-dire quoi? Que si la maman est d'origine totémique panthère, l'enfant est à moitié panthère. Si le papa est d'origine totémique lion, l'enfant est à moitié lion. Donc, ce qui veut dire que dans la constitution de l'enfant, de cet être, il y a les deux linéarités. Donc, d'office, cet enfant
a pour totem lion et panthère. Bon, maintenant, en dehors de ces totems claniques, nous avons aussi le totem individuel avec lequel nous sommes venus, parce que on a toujours dit que le microcosme, c'est l'association des éléments fondamentaux de la cosmologie. Et chaque élément fondamental est gouverné par un certain nombre d'animaux. Quand on prend dans, il y a les animaux qu'on trouve dans. Quand on prend Sapata, il y a des animaux qu'on trouve dans Sapata. Quand on prend les animaux qu'on trouve dans Helioso. Quand on prend Tofosu, il y a des animaux qu'on trouve dans Tofosu. C'est-à-dire quoi? Quand on prend le feu, il y a des animaux qui gouvernent le feu, qui transportent le feu et qui véhiculent le feu. Quand on prend l'eau, pareil. Quand on prend l'air, pareil. Quand on prend la terre, pareil. Donc, dans cette constitution, il faut que déjà, dès les initiations de base, on vérifie pour savoir identifier les totems individuels avec lesquels cet enfant est venu dans ce monde. Donc, il n'y a pas d'être humain sans totem. Il n'y a pas de société sans totem. Ça n'existe pas. Même chez les Occidentaux, il y en a. Vous partez chez les Américains, il y en a. Vous partez chez les Chinois, les Asiatiques, il y en a. Vous partez chez les Européens, il y en a. Mais ce sont seulement les Africains qui refusent. Ce sont seulement les Africains qui ignorent cette logique totémique. Voilà. Et voilà ce que je peux dire sur la définition. En avançant, on va encore mieux D'accord, décortiquer les Majesté, choses. c'est vrai que tu en as même déjà beaucoup dit, mais on va creuser davantage. Alors, selon toi, dans les sociétés africaines traditionnelles, le totem est-il d'abord un symbole, un principe spirituel, une alliance avec le vivant, ou alors le totem est tout simplement une réalité ontologique à part entière? Donc, on a symbole, on a principe spirituel, on a alliance avec le vivant. Oui, effectivement, en Afrique, le totem, c'est tout ce que tu viens de citer. D'accord. Et je m'explique parce que nous avons le totem et le totémisme. Le totem qui est la chose elle-même. Vous comprenez un peu? Le totem qui est l'animal, par exemple. Le totem qui est l'eau, par exemple. Qui est le rocher, par exemple. Qui est l'arbre, par exemple. Qui est l'arbre sacré, par exemple. Et qu'on connaît. Maintenant, à côté du totem, il y a le totémisme. Et le totémisme représente tout le système, tout l'ensemble qui accompagne ce totem. Les symboles, les principes, les interdictions, les valeurs, tout ce qu'il faut, tout cet ensemble qui accompagne le totem selon les valeurs cosmiques. Si par exemple on me dit que je suis du groupe, je suis du totem lion, derrière ça, il y a un certain nombre de choses. Pour appartenir à un certain nombre de choses qu'il faut faire ou bien qu'il faut respecter pour appartenir effectivement à ce totem. Soit des initiations, soit des interdits alimentaires, soit des lois qu'il faut observer obligatoirement. Si mon totem est d'eau, on m'apprend que je ne dois pas uriner dans un cours d'eau. Et quand même dans la piscine, je ne dois pas faire pipi. Et quand je suis dedans et que les besoins me prennent, je dois sortir de là et aller faire ça ailleurs. Parce qu'en le faisant, c'est souiller en quelque sorte mon totem. Et ça m'apprend que étant d'origine totémique, par exemple panthère, je ne dois pas prendre une femme ou bien un homme qui porte le même totem que moi. Voici les principes qui accompagnent. Je ne dois pas prendre une femme ou bien, et c'est vrai, parce que en fait la logique totémique est
plus basé sur ça. Quand je suis par exemple épervier, même si la femme qui est de l'autre bout du monde, je peux être au Bénin et elle est au Congo, ou bien au Gabon, ou bien en Côte d'Ivoire, ou bien au Cameroun. Et déjà, si elle est épervier, je ne dois en aucun cas l'épouser. Parce que nous sortons tous de la même substance. Si c'est ma maman qui était épervier, en l'épousant, c'est que j'épouse ma maman. Donc ça devient l'inceste. Tu comprends ce que je dis? Voici les réalités qui sont là. Et maintenant, si je ne le sais pas, et je ne fais rien pour le savoir, et je ne vais pas prendre une femme qui est du même totem que moi, ou bien un homme qui est du même totem que moi, mais j'aurai les répercussions. Je n'aurai jamais un foyer équilibré. J'aurai peut-être les enfants qui vont venir dans ce monde avec des anomalies qu'on ne va jamais trouver des anomalies qui n'auront jamais de solution. Parce qu'à la base, on a enfreint à des lois cosmiques. Parce que les lois cosmiques sont portées par les logiques totémiques. Que dans notre société, dans notre clan, on ne doit pas tuer un humain. Et mon ancêtre éponyme qui nous a sauvés et qui nous a installés dans telle zone a été par exemple un sanglier. Et moi je prends l'arme, je tue le sanglier, c'est que j'ai déjà tué l'humain. Et directement, je ne peux respecter les lois maradiques. Et je ne dois pas en consommer. Parce qu'en consommant, cela relève déjà du comment on appelle ça? Du cas. Je deviens, comment le mot, comment ça m'échappe pas? Le karma. Quand tu manges un humain, tu deviens un cannibale. Voilà. Voilà. Donc en consommant, mon ancêtre, qui est peut-être représenté sous la forme du sanglier, je deviens cannibale. En épousant la femme qui porte le même totem que moi, je pratique l'inceste. En épousant l'homme qui porte le même totem que moi, je pratique déjà l'inceste. Voici les principes qui sont autour de ça. Et maintenant, par rapport aux symboles, dans nos couvents, dans nos groupes initiatiques, nous avons nos symboles totémiques qu'on représente et même sur nous, à travers certains tatouages, à travers certains balafres, où on identifie les gens de ces totems. Par exemple, chez certains peuples du Mali, qui ont comme origine totémique le lion, la panthère, au niveau de leurs joues. Vous allez voir les balafres qui représentent les poils qu'on trouve sur la gueule du lion, ou bien la gueule du chat, la gueule des fenêtres, pour montrer que ceux-ci appartiennent à... On dit, voici les gens du lion, parce que le mot même totem est ambigu. C'est sorti des langues, des langues dérivées des traditions hindoues. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on disait? On dit, voici les gens des éperviers, voici les gens de Python, voici les gens du serpent, voici les gens de la panthère, voici les gens du tigre, voici les gens du lion, voici les gens de l'eau, voici les... Par exemple, moi dans ma communauté, quand on veut nous désigner, on dit les women, les gens de la vallée. Et la vallée est symbolisée par le fleuve Ouébé, par un coup d'eau. Donc les gens d'eau, les Won, vous voyez un peu. Donc c'est en fait ça. Donc je pense que j'ai quand même apporté une solution à cette question. Ou bien j'ai répondu un peu à cette question. On peut répondre. Ok, d'accord, Majesté. À quel moment et dans quel cadre le totem prend-il sens? Est-ce à la naissance? Est-ce par la lignée?
par l'initiation ou tout simplement par l'initiation spirituelle? À quel moment et dans quel cadre le totem prend-il sens? Le totem prend sens déjà dès la conception, parce que les géniteurs sont des descendants d'un totem, d'un ancêtre éponyme. Si les descendants les géniteurs sont peut-être les gens du lion, le papa fait partie des gens du lion, la maman fait partie des gens de l'éléphant. N'est-ce pas que c'est le lion et l'éléphant qui se sont accouplés pour donner naissance à un enfant hybride qui porte les deux linéarités? Vous comprenez ce que je dis? Tu comprends bien ce que je dis? Donc déjà, à partir de la conception, dès même la pénétration, qui doit donner l'œuf, qui va évoluer plus tard pour donner des fœtus ou bien de l'embryon et qu'on sort et devenir l'enfant, il y avait déjà la formation, il y avait déjà la substance totémique, ou bien les substances totémiques des deux géniteurs, avec lesquels tu es vu. Maintenant, dans certaines traditions, bien dans beaucoup d'autres traditions, il faut, ou bien dans les traditions africaines du moins, il faut faire les rites initiatiques qu'il faut pour connecter l'enfant à cet ancêtre éponyme dont il porte la substance, afin que ses énergies soient activées. Donc, dans les initiations, par exemple, comme telles que le baptême kamite, la présentation de l'enfant à la lune et au soleil, en faisant ces rites initiatiques, dès la naissance, l'enfant, la substance totémique qui est dans les gènes de cet enfant se connecte directement à cet ancêtre éponyme qui s'est métamorphosé en minéral, qui s'est métamorphosé en végétal, qui s'est métamorphosé en animal. Et là, l'enfant prend inévitablement les codes de la société qui codifient ce clan, qui codifie ce peuple, qui codifie cette tribu, qui codifie cette famille. Et naturellement, il commence par bénéficier des vertus de cette communauté. Voilà. D'accord, Majesté. Donc, c'est depuis la conception à la naissance, il faut juste les rites pour connecter ou bien reconnecter cette substance dont il est déjà bénéficiaire à cet ancêtre éponyme. Voilà pourquoi nous parlons d'égrégore ancestral. Et cet égrégore ancestral, dans ses manifestations existentielles, dans ses réincarnations ou bien dans ses incarnations, peut être amené des missions sous l'aspect totémique, c'est-à-dire que sa communauté s'est retrouvée, s'est confrontée à une difficulté où il est obligé de se transformer en telle chose, ce que j'ai dit par rapport aux différents règnes. Donc, c'est ça. D'accord, Majesté. J'allais poser la question de savoir si chaque individu a nécessairement un totem, mais tu as répondu. Bon, mais maintenant, existe-t-il une différence fondamentale entre totem individuel, totémisme familial ou totémisme communautaire? Oui, bien sûr, il y a des différences. Bon, c'est vrai que tout converge vers la même force de loi, c'est-à-dire la codification de la société, la cohésion de la société, le respect, l'équilibre de la société, la paix, la vie en harmonie selon les valeurs bahathiques. Tout converge vers les mêmes forces de loi. Mais nous n'avons pas obligatoirement les mêmes totems individuels. Si on avait les mêmes totems individuels, c'est-à-dire que il nous sera très difficile de marcher ou bien il nous sera très difficile de même de manger, de vivre. C'est que le grand maître du cosmos a su tout établir quand je parle du manifeste. Et je le dis toujours que nous ne sommes pas constitués spirituellement de la même manière. C'est vrai que nous sommes tous des humains.
Mais au fond, sur le plan géomantique, nous ne sommes pas les mêmes. Sur le plan subtil, nous ne sommes pas les mêmes. On est différents. Voilà pourquoi il est très important que dès la naissance, qu'on fasse des rites, des rituels à l'enfant pour savoir les entités avec lesquelles il est venu dans ce monde. Les éléments qui dominent, qui sont dominants, la prédominance élémentaire chez cet enfant. C'est vrai que nous avons tous les mêmes éléments en nous, mais ces éléments ne s'expriment pas de la même manière à cause de nos antécédents antérieurs par rapport à nos différentes êtres karmiques. Donc nous venons avec nos totems individuels. Voilà pourquoi il y a certaines initiations qui nous révèlent ces totems. Et dans ces initiations, nous connaissons nos totems claniques. Nous connaissons nos totems de famille. Nous connaissons nos totems de société, du groupe sociétal auquel nous appartenons. Qui n'a rien à voir avec le totem individuel. Le totem individuel, ça a des interdits communs. Où on peut dire que dans cette tribu, les gens ne doivent pas s'épouser. Que dans ce clan, les gens qui sont porteurs de ce totem ne doivent pas se mettre ensemble pour faire des enfants. Ne doivent pas se mettre ensemble pour aller au sexe. Voilà. Mais les totems individuels ne regardent pas ça. Je peux avoir comme totem individuel le serpent. Si déjà, à partir de l'expression des entités de l'air qui me gouvernent, si par exemple c'est Wero, l'arc-en-ciel qui apparaît en dominance, l'arc-en-ciel est directement lié à un type de serpent. Donc ça, c'est individuel. Je ne dois pas manger ce serpent. Je ne dois pas tuer ce serpent. Je dois respecter ce serpent. Mais si c'est individuel, une autre femme qui a l'arc-en-ciel en lui peut m'épouser parce que c'est personnel. Mais c'est ce qui est clanique qui refuse les mariages entre totems. Vous voyez un peu, tu vois ce que je dis. Maintenant, même chose avec l'élémentaire. L'élémentaire est véhiculé aussi par un certain nombre d'animaux. Il y a la panthère, il y a la pintade, il y a la perdrix, les animaux tachetés. Ma femme peut aussi la voir parce que c'est individuel. Donc je respecte ses interdits, elle aussi, elle respecte ses interdits. Mais ce sont des interdits individuels et qu'on ne peut pas imposer au peuple. Ce que vous avez de commun et que vous respectez, c'est ce qui est clanique. Mais ce qui est individuel, on te défend seulement. D'accord. Soit donc de faire son commerce, ou bien de le tuer, ou bien de le consommer. Voilà. Ok, Majesté, beaucoup parlent aujourd'hui du totem comme une simple croyance ou alors d'un interdit symbolique. Ça veut dire que si on demande de ne pas manger, par exemple, le serpent, parce que le serpent est cet animal totémique du clan, d'autres disent que bon, c'est beaucoup plus symbolique que réaliste. Oh. Alors, à partir de quand est-ce que le totem bascule-t-il de la réalité vers l'illusion? Oui, en fait, je dis ce qui est sacré pour moi sur le plan totémique peut ne pas être sacré pour d'autres personnes. Par exemple, les gens qui sont de l'épervier ne sont pas obligés de respecter les valeurs totémiques des gens qui sont du python. Pour d'autres personnes, le python, c'est peut-être l'apanage des Ouïdas. L'épervier, c'est l'apanage des fonds.
Donc, l'épervier, c'est l'apanage des bons. Parce que ce sont ceux-là qui appartiennent à Togo-Boussou, l'homme épervier, l'homme aigle, l'épervier et l'aigle. L'apanage des women. Vous voyez? Donc, les women, entre eux, c'est que l'aigle, l'épervier est sacré. Et ils ont leur valeur parce que leur ancêtre éponyme est l'épervier. Donc, ce qui veut dire qu'eux-mêmes, ils sont des éperviers. Ne pas y croire, c'est ne plus croire en soi. C'est dire que je ne suis plus humain. Parce que je suis humain grâce à ce totem. Dans ma communauté, dans mon clan, j'existe parce que tel animal a existé. Même chose pour l'autre peuple. Donc ce n'est pas une simple croyance. C'est ce qui me constitue parce que je suis la substance de cette chose. Et je dois véhiculer les valeurs de cette chose. Et si c'est à partir de cette chose que mes ancêtres créent des liens avec des divinités supérieures, en refusant cette chose, je ne peux pas élaborer une liaison spirituelle avec les mondes supérieurs. Je vais rester dans l'ignorance. Donc ce n'est plus une simple croyance, c'est moi-même. Parce que pour considérer que l'autre existe, il faudrait que je me considère comme un être qui existe. Et ne pas le considérer, c'est que je n'existe pas. Je ne saurais exister sans l'existence de mon totem. Donc, avant de croire, d'ailleurs, même la croyance n'est pas d'ordre totémique, la croyance n'est pas d'ordre spirituel, la croyance n'est pas de la spiritualité africaine. En Afrique, nous, on pratique. Ceux qui croient généralement, ce sont ces gens-là qui refusent la logique totémique. Majesté, est-ce que cela ne se base pas sur certains cas de figure que nous avons dans notre société? Exemple, lorsque nous étions un peu plus jeunes au village, on nous défendait de manger les œufs, en nous faisant croire qu'en mangeant les œufs, on aurait le goitre. Or, c'était tout simplement pour que les poules pondent et que l'éclosion de ces œufs fasse en sorte qu'il y ait beaucoup de poulets dans la cour. Est-ce que ce n'est pas ce genre d'exemple, ce genre de cas de figure qui ont conditionné ceux-là qui pensent également aujourd'hui que si on dit que le serpent c'est le totem, c'est une façon de parler, c'est beaucoup plus symbolique que réaliste et qu'en mangeant le serpent de toutes les façons, il ne nous arrivera rien. Voilà pourquoi il est très important qu'on identifie la sagesse pédagogique. Exactement. De la sagesse spirituelle. Parce que l'exemple que tu viens de donner, c'est de la pédagogie. Exactement. Pour amener l'enfant à connaître, à savoir qu'il faut protéger les œufs afin qu'il y ait beaucoup de nourriture. Parce qu'en mangeant les œufs, on empêche l'évolution de la production des volailles. Mais dans la notion totémique, on ne veut pas qu'interdire la consommation des œufs. On peut t'interdire, on peut te demander de ne pas consommer les œufs de ton totem. Mais ça, c'est différent. Mais si tu évolues, déjà même, nous avons évolué dans quelle société aujourd'hui? Toutes nos sociétés aujourd'hui sont des sociétés déjà infiltrées. Ceux qui nous donnent ces conseils et qui nous défendent de manger les œufs, est-ce que dans les profondeurs spirituelles de l'Afrique, ils ont les notions, ils ont les datas? Maintenant, étant un initié, dès le bas âge, tous les enseignements que je reçois sont autour de mon totem, autour de mon ancêtre, autour de mon égrégore.
ancestrale. Donc, j'ai déjà les éléments, les notions nécessaires qu'il faut pour savoir que je ne dois pas manger serpent. Celui qui mange, quand on dit que ne mange pas le serpent, il en consomme. Et que le serpent, c'est ton totem, n'en consomme pas, il en consomme. Vous allez voir que ce sont des gens qui se sont totalement déconnectés de nos réalités socio-culturelles, de nos réalités socio-spirituelles. Parce qu'en évoluant dans la spiritualité, toi-même, quand tu vis et tu vibres, tu le sais. Quand tu as les vibrations, tu le sais. Et en mangeant ton totem, toi-même, tu sens qu'il y a une diminution d'énergie et que tu n'es plus équilibré. Donc, si tu maîtrises dans le fond spirituel, si tu maîtrises dans les codes spirituels de ton groupe organique, en consommant, il y a des répercussions sur le plan énergétique dont on est victime. Et en même temps, je dois savoir que c'est parce que j'ai mangé telle chose. Et les rites de purification qu'il faut faire pour rattraper l'énergie qui a été évacuée sont rapidement faits. Et je m'excuse. Et les sanctions qui sont autour de ça, par exemple, moi, dans ma communauté, dans mon clan, je ne dois pas consommer l'oiseau qu'on appelle le moineau et l'oiseau gendarme. Je ne dois pas manipuler même son nid. Et quand je touche ou bien quand je tue et autres, sur mon corps en même temps apparaissent des trucs qui se présentent comme la tête. Et il faut obligatoirement repartir vers les initiés et qu'on me fasse des rites de purification pendant un certain nombre de jours pour que ces marques de terre disparaissent. D'accord. Dans ma communauté, on dit que la femme ne doit pas commettre l'adultère. La femme l'adultère n'est pas autorisé. Et quand tu le fais, tu reviens dans la famille, tu trouves tous les ancêtres qui ne sont plus de ce monde et que tu pourchasses avec le fouet. Jusqu'à ce que toi-même tu pars avouer. D'accord. Et pour te faire les rites de purification qui en découlent pour qu'on puisse se réintégrer, te réintroduire dans la communauté. On te dit que sur telle divinité, dans tel feu, il ne faut pas faire pipi. Tu passes faire pipi, en même temps, tu subis les répercussions. Voilà. Et c'est ce que nous demandons, parce que ce sont ces réalités-là qui sont en fait nos enseignants. D'accord. Il n'y a pas d'enseignant à personne, derrière toi, il n'y a pas de gendarme avec le fouet. Mais les retombées dont tu es victime t'amènent à aller obligatoirement faire les rites de purification. Et il y a une sanction qui accompagne. On peut te demander pour te donner la route pour que tu ailles faire la propriété autour de l'endroit que tu as profané. D'accord. D'accord, Majesté, c'est bien entendu. Nous allons marquer une autre petite pause, question de prendre un autre verre d'eau du côté de la régie. Et on reviendra justement parler des éléments qui ont transformé le totem en objet de confusion. À tout de suite. Retour sur le plateau. Voilà, Majesté, nous allons entamer la troisième et la dernière dorsale de notre émission. Et je te relance justement avec cette question. Est-ce que la rupture de la transmission, la colonisation mentale ou alors la perte des cadres initiatiques qui ont transformé le totem en objet de confusion aujourd'hui? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui ont transformé le totem, la logique totémique, le totémisme en confusion. Et déjà, il faut aller vers la base, l'éducation. Parce qu'à l'école, il y a aucun programme
qui soit mis sur pied pour faire la promotion de nos valeurs endogènes, de nos valeurs culturelles. Au contraire, l'école nous apprend à vivre selon la vision du monde d'un autre peuple. Vous êtes d'accord avec moi que l'Afrique, dans le programme éducatif, le programme scolaire, aujourd'hui chez nous en Afrique, surtout en Afrique francophone, nous n'avons pas, on ne nous enseigne pas notre programme, les programmes qui sont enseignés dans nos écoles, que ce soit de la maternelle jusqu'à l'université, et tous les docteurs titulaires de chaires et autres que nous avons ici en Afrique, ce sont des gens qui ont appris l'éducation d'un autre peuple, qui se sont fait enseigner sur tout ce qu'ils ont reçu comme enseignement, c'est basé sur la vision du monde d'un autre peuple. Alors que l'enseignement aujourd'hui doit prendre en compte, en fait, doit être basé sur les valeurs socio-culturelles, les valeurs traditionnelles, les valeurs spirituelles d'un peuple. À l'école, on nous a appris à renier nos totems, à renier nos divinités, parce que déjà même, que ce soit en philosophie ou bien en géographie, partout, quand on veut représenter les divinités de l'Afrique, on les représente par un petit dé. Ou bien, et on nous dit que ce sont des dieux polythéistes, donc que les dieux polythéistes, ce sont des dieux qui n'accompagnent pas vers le paradis. Donc l'école a beaucoup plus fragilisé ça, et à côté de l'école, il y a la religion qu'on nous a imposée. Bon, aujourd'hui, maintenant, je ne peux plus dire qu'on a imposé la religion à un Africain, parce que tout ce qu'on dit et tout ce qu'on dit tous les jours ici, et en dehors de nous, il y a beaucoup d'autres personnes qui luttent pour la libération, et ces gens-là écoutent, seulement qu'ils sont dans un embrigadement mental, ils sont restés dans un embrigadement, ils sont restés dans un esclavage mental pendant des années, jusqu'au point où il leur est difficile d'accepter la vérité. Et quand tu viens en face de parler de ça, imagine un peu devant combien d'Africains on peut tenir ce débat. En leur parlant du totem, ils vont te dire que non, que ça c'est le diabolisme. Et qu'est-ce qu'il y a à le dire de ça? La religion. Maintenant, à côté, les sentiers de la colonisation, on nous a forcés, on nous a obligés à abandonner tout ce que nous avons comme totem, tout ce que nous avons comme croyance, tout ce que nous avons comme spiritualité ou bien comme pratique spirituelle. Et on se plaît dans la spiritualité, dans la politique, dans l'économie d'un autre peuple. Et tant qu'on va évoluer comme ça, il nous sera très difficile de prendre conscience de ces valeurs qui sont toutefois des richesses énormes pour l'Afrique. Les peuples qui ont compris, qui sont restés soudés à leur totem, allez chez les Indiens et allez découvrir les tribus indiennes pour voir combien de totems ils ont. Vous allez voir les gens de la vache, les gens de lion, les gens du tigre, les gens d'éléphant, les gens de. Mais ceux-là pratiquent ça. Et correctement, ils vivent dans ça. Allez même dans les pays occidentaux où il y a des espèces protégées. Mais ils ne protègent pas ces espèces pour rien. Allez dans les profondeurs spirituelles pour comprendre pourquoi. Par exemple, l'aigle est protégé et vénéré aux États-Unis. Mais ceux-là vont vous dire que ce que vous faites ici, que c'est du diabolisme. Donc on ne doit pas vénérer tel essence de végétaux, on ne doit pas vénérer tel animal, on ne doit pas vénérer telle chose. Pourquoi? Si c'est par là que la divinité suprême s'est manifestée, que nos ancêtres ont lutté pour nous aider à trouver des solutions à beaucoup de difficultés, et ils ont pu garder l'équilibre en leur temps à partir de ces valeurs. Et pourquoi aujourd'hui on dit que ça ne devrait pas servir? Et qui nous a dit que ça ne devrait pas servir? Est-ce que c'est l'Africain qui a dit ça? Alors, les origines, qui sont ceux qui ont opprimé, ridiculisé, noirci tout ce que nous avons comme pratique spirituelle, tout ce que nous avons comme totem aujourd'hui. Donc, voilà autant de paramètres, mais on ne va pas trop dans le contexte actuel. L'Africain qui
qui ignore l'existence de ces choses, cet Africain, c'est un ignorant parce qu'il n'a plus une pression étrangère, il n'a plus une imposition derrière lui. Il doit pouvoir faire la part des choses à travers sa propre conscience. Il doit se rappeler de son histoire. Il doit écouter l'histoire. Et si l'Afrique a été légendaire, l'Afrique a été célèbre, l'Africain a communiqué avec le cosmos, avec la nature pendant des années, a rayonné pendant des années. C'est grâce à quoi? Grâce à quelle disposition? Et d'autant plus qu'on ne peut pas écarter la spiritualité de la politique, de l'économie, de la tradition. Parce que c'est d'ailleurs la codification, c'est la spiritualité qui contient les codes de la société, de la culture, de la tradition, de la politique, de l'économie. Mais quelle spiritualité l'Africain doit pratiquer? Et quand cet Africain va prendre conscience, parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous n'allons plus condamner les autres, mais on doit beaucoup plus maintenant se questionner. L'Africain est ignorant et a choisi de demeurer dans son ignorance et à vie. Jusqu'au point où la matière grise n'est plus active. Parce qu'en voulant parler, il refuse même de réfléchir. Non, ne me parle pas de ça. Ne viens pas du tout m'empêcher. Ne viens pas semer la confusion dans ma foi. Moi, je crois au Seigneur, je crois en Jésus, je crois à tel Mahomet, à ceci et à cela. Donc, ne veux même pas écouter. Ne veux même pas avoir une démarche scientifique, une démarche logique pour savoir pourquoi et pourquoi on ne veut pas. Donc, c'est ça. Donc, c'est en premier lieu, nous-mêmes, aujourd'hui, nos gouvernants et tout. Parce que si nos gouvernants aujourd'hui décident de changer les choses, n'est-ce pas qu'on pouvait changer notre programme? L'Afrique a son programme. L'Afrique avait son programme d'études avant ça. On ne refuse pas, on ne cherche pas les gens. Mais que notre enseignement soit basé sur nos réalités socio-culturelles. Que notre spiritualité, notre façon de penser ne soit pas la façon de penser des autres peuples. Que notre façon d'appeler la divinité suprême, de pratiquer la spiritualité, ne soit pas la façon dont les autres peuples pratiquent Dieu, pratiquent la spiritualité du moins. Parce que toutes ces choses, on les connaissait avant leur arrivée. Toutes ces choses, ils les ont appris chez nous. Et pourquoi on pense aujourd'hui qu'en Afrique, ce n'est pas possible d'utiliser l'essence spirituelle qui sont dans ces choses pour se propulser? Voilà. Majesté, dans la tradition authentique, au-delà de l'ignorance, que risque réellement un individu qui transgresse consciemment son totem? Peut-il être victime de déséquilibre spirituel, psychique même, ou alors social, ou alors Oui, rien ne peut lui arriver? Bien sûr, c'est qu'il y a d'autres personnes qui pensent qu'en consommant, en tuant, en faisant ceci à son totem, ils disent que non, eux autres, ils n'ont rien, et que non, il n'y a rien, il n'est pas tombé malade, et il a toujours son poste, il a toujours son argent. Mais quand il a toujours sa richesse, mais ça, c'est la plus grande des ignorances, parce qu'il faut toujours faire recours à ce que nous sommes, et nous sommes nés pour pratiquer la magie état. C'est que nous sommes nés pour vivre dans la tradition et pratiquer la tradition. Et comprenez qu'en consommant son totem, en ne respectant pas ces logiques totémiques, c'est-à-dire qu'on a toujours les répercussions. Et ces répercussions partent directement agir sur notre équilibre spirituel. Et l'équilibre spirituel affecte directement l'équilibre physique. Il y a des gens qui ont les moyens, qui ont tout. Il y a des femmes qui ont la beauté, qui ont tout, mais qui ne sont jamais regardées ailleurs. Qu'elles se questionnent, qu'elles partent voir, c'est qu'elles manquent. Il y a des gens qui ont des bagages de diplômes, qui ont des bagages de connaissances intellectuelles, mais quand ils partent déposer les dossiers pour les recrutements, personne ne pense à eux. Il y a des gens que pour rien dans leur foyer, tout commence par basculer. Il y a des gens qui sont de grands diplômés et autres,
et qui ont l'argent, qui ont tout, et qui donnent naissance à des enfants, et dans leur progéniture, personne n'est rien. Ils ont les diplômes, ils ont tout, mais ça ne sert, ils ne servent à rien dans la communauté. De la même manière qu'il y a des gens qui ont tout, et qui ont tout ce qu'il faut, mais qui se retrouvent en train d'avoir des enfants qui sont des divorcés sociaux, des enfants qui sont dans la délinquance, des enfants qui sont dans les déviances sexuelles et tout. Qu'est-ce qui a créé ça? Qu'est-ce qui a causé ça? Il faut voir ça. Et de la même manière que d'abord, rappelons que le totem a quatre fonctions. A quatre fonctions dans la communauté. Et nous savons déjà la cohésion de la société, comment le totem nous permet d'être cohérent et de respecter en fait nos valeurs culturelles, la protection de l'environnement, entre nous-mêmes l'équilibre, la paix à travers le totem. En dehors de ça, le rapprochement, aller vers les autres communautés. Quand on dit que les gens de cette tribu, les gens de ce clan, ils sont des lions, ne doivent pas se poser entre eux. Donc, pour trouver des femmes, il faudrait qu'ils sortent pour aller vers les autres communautés. Une façon de se rapprocher, de se ramener, c'est que, comment dirais-je, la solidarité au sein des clans. La deuxième fonction de la logique totémique. Maintenant, le maintien et l'équilibre des lois maritiques, le totem nous permet, ou bien nous exige le respect de nous-mêmes, le respect de la nature et le respect des humains. Il ne faut pas faire telle chose, il ne faut pas faire telle chose, il ne faut pas faire... Donc, respecter les interdits qui sont liés au totem. Et maintenant, la fonction physique qui accompagne les descendants d'un ancêtre éponyme, la protection. Le totem protège la communauté. Et maintenant, en le mangeant, en ne le respectant pas, tu es exposé. Tu es exposé aux attaques mystiques. Vous voyez, donc quand tu vis dans une communauté, et à tout moment, on peut t'envoûter, on peut te nuire spirituellement, on peut te faire telle chose et tu n'évolues pas, tu n'as pas la prospérité sur le plan spirituel, tu n'as pas la prospérité sur le plan mental, tu n'as pas la prospérité sur le plan matériel. Comprends déjà que tu es exposé et que déjà, il y a certaines entités maléfiques qui opèrent dans ta vie subtile, alors que naturellement, tu as déjà une grâce totémique qui est là et qui doit assurer ta protection. Parce que en l'offensant, en le consommant, en le mangeant, ou bien en faisant l'amour avec ce totem, parce que quand tu prends une femme du même totem que toi, c'est que tu as dit que tu fais l'amour avec ton propre totem. Voilà. Donc, en faisant tout ça, tu n'auras plus de cette protection et tu seras exposé, tu seras vulnérable. Voilà. D'accord. Alors, Majesté, comment distinguer aujourd'hui un véritable savoir totémique d'un discours folklorique, mystifié ou instrumentalisé justement à des fins personnelles? Il faut d'abord entrer, il faut d'abord faire la paix avec soi-même. Quand il dit faire la paix avec soi-même, je ne peux pas être religieux, je ne peux pas être musulman, je ne peux pas être chrétien, je ne peux pas être franc-maçon et connaître mes bases totémiques. C'est-à-dire quoi? Il faut déjà que je revienne à la source, que j'essaie de me reconnecter à la source primordiale, à la source, à mon égrégore ancestral, pour quand même découvrir les codes. Et dans ces codes, il y a le totem. Dans ces codes, il y a l'égrégore ancestral. Dans ces codes, il y a ma spiritualité. Dans ces codes, il y a mon éducation. Dans ces codes, il y a tout ce qu'il faut pour faire de moi un être holistique, c'est-à-dire un être équilibré. Et j'aurai la clairvoyance. Et là, quand je suis en face de ce qui est faux, de ce qui est manipulé, naturellement, l'instinct de sagesse m'amène à découvrir ce qui est en face de moi, m'amène à découvrir la vérité. Voilà pourquoi nous autres, nous proposons ici des alternatives, des solutions telles que Kemet Reconnexion.
qui permet aux gens de rentrer chez eux et effectivement se reconnecter à leurs ressources, se reconnecter à leur tradition, se reconnecter à leur spiritualité pour pouvoir naturellement découvrir tout ce qui est vertu au sein de leur spiritualité authentique. D'accord, Majesté. Voilà. Est-ce que tu penses sincèrement qu'à l'ère moderne, l'ère urbaine et globalisée, le totem peut encore être une réalité vivante ou alors il doit être de nouveau repensé et repensé autrement pour rester opérant? Pourquoi parce que le modernisme, on pense que le modernisme, c'est ce qui est sorti de l'autre côté. En Afrique, il y a le modernisme. Ce qu'on devrait même concevoir le modernisme, c'est la reconstruction de notre pensée, la reconstruction de tout ce qui était valeur potable pour l'Afrique. Et rappelons bien sûr que les arcanes majeurs de notre tradition existent toujours. Les arcanes majeures de notre spiritualité existent toujours. Il suffit simplement de trouver le bon chemin. Et quand on est sur le bon chemin, ça doit aider. C'est parce que ça doit aider et que ça peut aider et ça peut aider à reconstruire l'Afrique. C'est pourquoi on a Alors, Majesté, on va essayer... avant que moi je n'accepte, D'accord. avant que je ne conçoive que le monde a évolué et que le modernisme a pris le dessus, comment fasse pour me transformer le feu en eau? Donc, dis-moi, est-ce que le feu a changé de couleur? Et que l'eau a changé d'aspect? Et que le vent a changé son aspect? Et que la terre est devenue le vent? Donc, tout ce qui nous constitue sont toujours là. Et dans ces choses véhiculent certaines arcanes dont il faut absolument découvrir. Et en voulant les découvrir, on ne peut jamais se passer de la notion totémique. Voilà. Ok, Majesté, pour terminer donc cette traversée, que dirais-tu justement à la jeunesse africaine qui hésite entre rejet total du totem et fascination aveugle? Comment reconnaître ce qui relève de la réalité et ce qui est illusion? Et il faut d'abord qu'on comprenne que les entités maléfiques que les gens installent dans les maisons et autres pour prospérer ou bien pour rester, durer au pouvoir à un poste, rester au service, en tout cas pour les buts, pour un but matériel, ces choses n'ont rien à voir avec ce que nous disons ici. Et quand on parle de totem, que demain quelqu'un ne m'appelle pas pour me dire que je veux le serpent totémique que tu vas venir installer chez moi pour que je devienne riche. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons des choses qui ont existé et qui existent avant qu'on ne vienne dans ce monde. Nous parlons des choses avec lesquelles nos ancêtres établissaient des liens de paix, d'équilibre avec la nature cosmique, avec le cosmos. Nous parlons de ça. Et maintenant, il est aussi temps pour la jeunesse africaine de comprendre que nous ne pouvons jamais évoluer, nous ne pouvons jamais rien faire dans la vision du monde d'un autre peuple. Nous ne pouvons pas être libres en pensant selon les autres. On doit pouvoir penser selon nous-mêmes. C'est en pensant selon nous-mêmes que nous pouvons savoir que ce que nous avons sur le plan social, les richesses que nous avons, tout ce que nous avons ici, on peut les utiliser pour reconstruire l'Afrique. On peut les utiliser pour en fait ramener. Vous voyez les pays déjà, quand je laisse même ce que nous défendons, les pays qui essayent de concilier la politique africaine à leurs valeurs socio-culturelles, regarde comment ils sont en train de prospérer déjà en Afrique, quand bien même qu'ils n'ont même pas encore commencé. Quand je dis qu'ils n'ont pas encore commencé, quand je prends les 100%, ils ne sont même pas à 1%. Regarde par exemple le Mali, regarde le Burkina Faso, regarde le Niger, qui ont surtout compris, mais plus tard même, qu'il fallait se débarrasser des envahisseurs pour quand même bâtir son système économique, sa vision politique, son éducation et tout, à partir de ses réalités socio-culturelles. Ne plus dépendre d'une nation quelconque avant d'évoluer. Regarde comment ces peuples donnent des rêves aux Africains.
Imagine, regarde combien de jeunes Africains qui ont des cibles pour le président Ibrahim Traoré. Donc, ce qui veut dire que c'est faisable. Regarde la révolution qui a été faite, la révolution spirituelle qui a été faite tout récemment avec le grand, comment tu l'appelles, le grand qui a bataillé pour que dans son pays, qu'on décrypte une journée fériée pour les cultes endogènes, la spiritualité. C'est vrai qu'au Bénin, ça se pratique depuis les années 89. Vous voyez un peu. Donc, ce qui veut dire que si nos dirigeants pouvaient réfléchir autrement, on peut redonner envie aux jeunes de revenir effectivement à la source et d'utiliser les valeurs socio-culturelles pour pouvoir faire développer l'Afrique. Aucun occidental ne viendra intervenir positivement pour l'Afrique. Ça, c'est impossible. Qu'on l'ignore. Aucun occidental ne viendra faire la politique ou bien ne viendra faire la promotion de notre peuple, de nos valeurs culturelles. L'Occident qui va venir ici va parler de son idée. Parce que c'est à travers ça qu'on peut facilement manger nos cerveaux et qu'on ne soit pas en mesure de réfléchir afin de concrétiser nos rêves. Voilà. Donc, il est temps que la jeunesse comprenne que l'Afrique doit vivre et penser à l'Africaine et que c'est seulement par cette voie que nous pouvons émerger et que nous pouvons redevenir ce que nous étions. Merci. Merci une fois de plus, Majesté, pour cette magnifique émission, une fois de plus ce matin. Je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête de Vodou Day à la communauté béninoise du Cameroun, à la communauté béninoise de tous les pays africains. Bien que cet événement se célèbre au Bénin, c'est un événement qui concerne l'ensemble des Africains d'ici et d'ailleurs parce que la spiritualité n'a pas de frontières. Et à tort également, il dit bonne fête une fois de plus de Vodou Day, Majesté. Oui, bonne fête. Et ça serait ingrat aussi de finir cette émission sans remercier nos différents abonnés qui, de temps en temps, passent à nous en nous envoyant 2 euros, 5 euros, et qu'ils soient bénis. Et c'est aussi également une occasion pour nous de remercier ceux qui sont dans l'intention de nous aider et ceux qui, dans le temps, nous ont aidés. Nous les remercions et nous profitons également de cette occasion pour leur dire que nos doléances demeurent toujours d'actualité en ce qui concerne la montée permanente sur un réseau satellitaire, en ce qui concerne aussi le projet solaire et qu'on se débarrasse de cette énergie qui nous crée d'énormes problèmes et qu'il est temps pour nous que nous ayons aussi notre source énergétique renouvelable, les panneaux solaires. Et on est en train d'y penser, c'est vrai qu'il y a des promesses et ceux qui ont l'intention de nous accompagner, que ceux-là nous accompagnent et qu'on puisse mener à bout ce projet. Voilà, c'est pas notre projet, c'est pas le projet de Niamsi, c'est pas le projet de Tot, c'est pas le projet de Gondomabou, c'est le projet de tous les Africains. Et nous demandons toujours à tous les Africains de nous accompagner et dans les tâches quotidiennes par rapport au paiement des factures. Ça pèse énormément sur nous. C'est énorme, parce que Kemet Télévision n'est pas une chaîne YouTube par rapport à ce que beaucoup de gens pensent. Kemet Télévision, c'est une entreprise formelle qui a un personnel, qui a des factures à payer. Nous ne sommes pas une chaîne publicitaire, d'ailleurs, nous ne recevons pas de publicité. Voilà pourquoi nous ne pouvons que compter sur les uns et les autres et que ça puisse prospérer. Et j'en profite aussi pour finir et qui te rejoignent pour dire bonne fête à tous ceux qui sont présents ici au Bénin, aux frères afro-descendants, à la diaspora africaine, à tous les Béninois, à tous les adeptes du Vodou, à mes frères haïtiens, à mes frères brésiliens, à mes frères américains, à mes frères cubains, tous ceux qui sont présents ici sur la terre du Vodou de Tongolissa vous accompagne et que toutes les divinités célestes du règne du Vodou vous accompagnent et que ce déplacement ne soit pas un déplacement vain, mais que ce soit
un grand rendez-vous d'échange qui donnait que de recevoir pour vous et que la crémence de tout, de toutes les divinités du vaudou, de tout ce qui est vaudou, de tout ce qui est, de tout ce qui est Rumpame, de tout ce qui est loyal, de tout ce qui est Rouvi, vous accompagne et que la paix règne chez vous. Alafia, Aïbobo, Aïbobo, Aïbobo. Voilà, merci Majesté, merci infiniment et à très bientôt certainement pour une nouvelle édition de Akan, soit en direct du Bénin, soit déjà ici au Cameroun. Et je vais t'emboîter le pas en demandant justement à nos milliers d'abonnés de liker cette émission, de laisser des commentaires et surtout de partager au maximum pour que ceux des fils et des fils d'Africa qui se trouvent un peu partout sur la planète puissent bénéficier également de ces enseignements. Mais pour ceux qui veulent continuer à soutenir Kemet Télévision, sur la page YouTube, il y a un onglet description. Vous pouvez tout simplement y aller pour souscrire à hauteur de 5 dollars pour ceux qui sont dans l'espace US et 5 euros pour ceux qui sont par mois, pour ceux qui sont dans l'espace Schengen. Voilà. Ce matin, nous n'avons pas cherché à convaincre, nous n'avons pas cherché à imposer une croyance, ni à flatter la peur, ni nourrir la fascination aveugle. Nous avons cherché à comprendre, à écouter ce que la tradition africaine dit encore, au-delà du bruit, au-delà des déformations, au-delà des silences imposés par l'histoire. Car le totem n'est peut-être ni une simple réalité matérielle, ni une illusion à balayer d'un revers de main. Il est peut-être avant tout un langage ancien, exigeant, qui parle à ceux qui prennent le temps d'écouter. Un langage qui appelle que l'homme n'est pas séparé du vivant, qu'il n'est pas au-dessus de la nature, mais lié à elle par des lois visibles et invisibles. Ce qui devient illusion, ce n'est pas le totem, c'est la perte du sens, c'est l'oubli de la transmission, c'est la coupure entre le savoir et la conscience, à chacun alors de faire son chemin. Non dans la peur, non dans le rejet, mais dans le discernement. Car entre réalité et illusion, il existe un espace rare, celui de la connaissance juste. Une fois de plus, merci à toi, Sa Majesté, pour la profondeur de ta parole. Et merci à vous également, chers téléspectateurs, milliers d'abonnés qui avaient suivi avec attention et respect cette émission. Ici s'achève donc à Cannes, là où l'on n'éteint pas la lumière, on apprend à mieux la voir. À très bientôt, 3 Fortep pour une nouvelle édition et toujours avec le même plaisir.